Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Napoléon Bonaparte et la création de l'Empire français. Cette séance a plusieurs objectifs. Tout d'abord, on va apprendre à situer Napoléon sur la frise chronologique, puis à identifier la période de l'histoire à laquelle il appartient, identifier le régime politique à cette période, comprendre les enjeux, mais aussi les innovations sous Napoléon. Associé à ça, une étude de documents. Avant de commencer cette séance sur Napoléon Bonaparte, il est nécessaire de faire un petit rappel chronologique. On peut le voir ensemble sur cette frise, nous avons plusieurs périodes. La période bien à part de la préhistoire, donc qui veut dire avant l'histoire, sachant que le début de l'histoire est en moins 3000 avec l'invention de l'écriture. Ensuite, nous avons une première période que nous avons étudiée avec les Celtes, les Grecs, qui sont arrivés en France, puis ensuite qui ont formé le peuple gaulois, avec leur chef, Vercingétorix, qui se sont battus contre un empire, l'Empire romain, dont leur chef était Jules César. Le territoire, qui ne s'appelait pas encore France à l'époque, a été attaqué par plusieurs tribus barbares. On a vu les Vikings, on a vu aussi les Francs, avec leur chef, Clovis, qui lui se convertit et devient le premier roi de France. S'ensuit la période du Moyen-Âge, donc toujours avec Clovis, puis Charlemagne. Enfin, en 1492, Christophe Colomb découvre le continent l'Amérique. Nous rentrons alors dans les temps modernes. Dans les temps modernes, nous avons vu comme roi, puisqu'il y avait encore des rois, toujours une monarchie, sous Henri IV, avec l'édit de Nantes, pour apaiser les tensions au sein des chrétiens. Puis nous avons vu Louis XIV qui donne à la France sa puissance, tant sur la richesse que d'un point de vue militaire. Je vous rappelle Louis XIV, donc né en 1663 et décédé en 1715, qui se faisait appeler le roi Soleil. Je vous ai mis une petite illustration, son portrait. Et le régime politique était, bien sûr, la monarchie absolue, étant donné que lui était un monarque de droit divin. Après le règne de Louis XIV, arrive celui de Louis XVI. Louis XVI est un monarque absolu également. Le régime politique est donc une monarchie absolue. C'est lui qui dirige et qui décide de tout. Or, la politique de Louis XVI, elle ne plaît pas au peuple français. Le peuple a faim, le peuple réclame des droits, de l'égalité au niveau de la justice. Il a faim, il en a marre que son monarque, son dirigeant, envoie constamment l'armée se battre pour agrandir le territoire. Il veut la paix. Et en a marre de Louis XVI. Le peuple en a assez. Il en a assez de Louis XVI, il en a assez de ses ministres et ses conseillers qui dirigent la France. Il décide de se révolter et le 14 juillet 1789, ils prennent un bâtiment, une prison à Paris qui s'appelle la Bastille et qui était un arsenal rempli d'armes. Ils s'emparent alors de la Bastille, prennent les armes et se retournent contre Louis XVI et tous ceux qui dirigent. S'ensuit une révolution, la Révolution française. Elle se termine comment? Par Louis XVI qui abdique et finit guillotiné en place publique. Le règne de Louis XVI étant terminé, il est maintenant temps de passer à une nouvelle ère, une nouvelle époque, une nouvelle période qu'on va appeler l'époque contemporaine. La monarchie absolue, c'est fini. Actuellement,
le pouvoir est dirigé par ce qu'on appelle le directoire. C'est une assemblée de plusieurs personnes issues du peuple. Mais, à cette époque-là, tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait toujours des royalistes et des partisans de la royauté. Un de ces partisans était le général Bonaparte. Napoléon dit Bonaparte, qui était né sur l'île de la Corse. Comme je vous le dis, Napoléon, ce n'était qu'un général qui n'était pas vraiment d'accord avec le directoire. C'était un général qui a gagné énormément de batailles, notamment en Égypte. Ensuite, il est retourné en France, et de retour en France, il n'accepte pas le directoire, et il met en place autre chose, il renverse, il fait un coup d'État, et il met en place ce qu'on appelle un consulat, dont il est le premier consul. C'est un petit peu la même chose que le directoire, sauf que cette fois-ci il en fait partie et que c'est lui qui dirige. Il met donc en place un gouvernement qu'on dit autoritaire, qui impose les choses, qui est très strict, très rude. Mais ce gouvernement-là, il ramène la paix et la prospérité, c'est-à-dire la richesse, dans le pays. Maintenant, vous pouvez voir, il y a une photographie sur la diapositive. Moi, je vais vous laisser quelques secondes, vous pouvez appuyer sur pause, et vous allez me dire ce qui se passe sur cette photographie et ce que ça vous inspire. Allez, c'est à vous, vous pouvez appuyer sur pause, et quand on peut répondre à cette question, vous appuyez sur play. Donc pour répondre aux questions que je vais vous poser, c'est-à-dire quelle est la nature de ce document? C'est quoi cette image? C'est une photographie, c'est un tableau. Effectivement, c'est un tableau. Où est Napoléon sur ce tableau? Qui est-il? C'est lequel? C'est lequel personnage? Effectivement, c'est celui qui pose la couronne. On le voit, il tire la couronne à deux mains, il va aller la poser sur la tête d'une personne. Donc à ton avis, qu'est-ce que c'est comme événement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un sacre, un peu comme le sacre de Clovis ou de Charlemagne. Eh bien ici, c'est un sacre, sauf que, est-ce que tu vois le pape ou quelqu'un qui représente la religion? Alors peut-être, mais le pape, c'est pas le pape qui agit. D'habitude, c'est le pape qui couronne et qui sacre quelqu'un. Mais là, cette fois-ci, c'est Napoléon lui-même qui sacre, et il va sacrer qui? Son épouse, il va la sacrer impératrice, après qu'il se soit lui-même sacré empereur des Français. Personne ne lui a demandé, c'est lui-même qui s'est déclaré empereur. Il n'est donc pas un roi, il n'est donc pas un monarque absolu, c'est un empereur, un peu comme Jules César. Nous passons maintenant à l'image suivante. Quel est ce type de document? C'est un tableau, encore une fois, très bien. Qui l'a peint et en quelle année? N'oublie pas, chaque fois tu peux appuyer sur pause. Essaie de rechercher les informations. Eh bien, c'est Napoléon qui est représenté, et il a été peint par Jean-Auguste Dominique Ingres en 1805. Je rappelle que quand je dis 1805, c'est 1805. Comme tout à l'heure, quand j'ai dit 1789, c'est 1789. Donc ici, on est avec Napoléon, qui a été peint par un peintre célèbre, Jean-Auguste Dominique Ingres, en 1805. À quel autre personnage ce tableau te fait-il penser? Réfléchis bien, tu peux t'aider aussi de ton cahier d'histoire et de regarder la dernière séance. À qui cela te fait-il penser? Effectivement, ça nous fait penser à Louis XIV, au portrait de Louis XIV. On peut le voir, un portrait très royal. D'accord? On voit le symbole de la puissance, de la majesté,
la puissance du monarque, et donc ici la puissance de l'empereur. Revenons donc à notre tableau. À votre avis, les révolutionnaires, donc ceux qui ont fait la révolution qui ont renversé Louis XVI juste avant, qui était donc un monarque absolu, sous le régime politique de la monarchie absolue, sachant qu'ils n'en voulaient pas, est-ce qu'ils auraient été d'accord? Est-ce qu'ils auraient aimé ce tableau? Bien non. Ils n'auraient pas aimé, effectivement. Ce tableau représente, du moins ressemble étrangement à celui de Louis XIV, qui était donc un roi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Napoléon? Il leur renvoie l'image d'un roi, chose que le peuple ne veut pas. Mais attention, il a changé de nom, ce n'est plus un roi, c'est devenu un empereur. Un empereur, ça impose beaucoup plus, donc la population, elle accepte. Plus ou moins. Mais là, on va s'intéresser aux symboles de ce tableau qui rappelle quand même les rois de France et les grands empereurs. On peut donc voir, premièrement, tout en bas, l'espèce de cape, de robe, de tunique, on appelle ça les abeilles. C'est spécifique à Napoléon. Ensuite, sur sa tête, on peut voir la couronne de laurier. Ça, c'était typique des empereurs romains, comme Jules César. Jules César a autour de la tête souvent représenté avec une couronne de laurier. Donc lui, il se rajoute la couronne de laurier, qui représente ses victoires. On peut voir que dans la main, il tient la main de la justice. Et la main de justice, c'est représentatif des rois, mais il n'est pas au premier rang. C'est fait exprès pour ne pas choquer. Il n'est pas au premier plan. On voit également un sceptre qui est surmonté d'un aigle. On peut le voir tout en haut, il y a une sorte d'aigle, effectivement, et ça c'est le symbole des empereurs. Et il a également aussi ce symbole autour du cou. Ce symbole, cette sorte d'aigle, cette sorte de croix, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Église, ce n'est pas l'ordre du Saint-Esprit, comme il s'appelle, mais c'est l'ordre de la Légion d'honneur que Napoléon vient de créer et d'inventer. Il a inventé la Légion d'honneur. Et ça permet de féliciter une personne pour son travail accompli, pour l'État, pour le pouvoir. Nous allons maintenant regarder un autre document, une carte. Sur cette carte, vous pouvez voir la carte de l'Empire en 1811 et celle de l'Europe maintenant. Vous pouvez appuyer sur pause et je vous laisse un temps pour bien regarder les deux cartes et surtout lire les légendes. On peut voir en gris que ce sont les territoires occupés et qui appartiennent à Napoléon. Ceux qui ont des petits points, ce sont les pays qui sont toujours en guerre contre l'Empire de Napoléon. Donc on peut voir que représente l'Empire français. Eh bien on peut voir que cet empire est géant. Il enveloppe une partie de l'Italie, une partie des Balkans, donc tout à l'est, au-dessus de l'Italie vers l'est, au nord-est précisément, une partie de l'Allemagne, donc qui est juste au-dessus de la France, une partie des Pays-Bas qui est encore au-dessus, la Belgique également. Et il est entouré de nombreux pays qui sont alliés à l'Empire français, l'Empire de Napoléon, et surtout qui leur doivent leur existence. Donc comme des pays comme la Pologne qui n'existait pas avant, et des États italiens. D'autres pays sont toujours en guerre comme l'Angleterre et le Portugal. L'Angleterre est clairement, durant la période de l'Empire français, l'ennemi de la France. Mais on peut voir, en 1812, il y avait une paix qui a été conclue avec la Russie, et donc cette paix, elle sera rompue. Ce qui fait que l'Empire de Russie va rentrer en guerre contre l'Empire français. On va plutôt dire l'inverse, c'est l'État français qui rentre en guerre contre la Russie. Et c'est le début de la fin du grand empire de Napoléon, on va le voir juste après.
Je vais maintenant vous présenter plusieurs documents, 3 précisément. Ici, nous avons le premier document. Je vous laisse, vous pouvez appuyer sur pause et je vous laisse observer. Vous pouvez zoomer, vous pouvez regarder. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des unités de mesure. Le litre, le gramme, le mètre, le franc, le stère, qui représente un mètre cube de bois. Pourquoi, à votre avis, toutes ces unités? Pourquoi elles sont affichées ici? Eh bien, il faut savoir qu'avant la Révolution, juste avant Napoléon, au temps de Louis XVI, Louis XIV, et même encore bien avant, il y avait énormément d'unités de mesure. Il y en avait plus de 700. Ça veut dire que dans chaque ville, les dimensions n'étaient pas les mêmes. Si on part par exemple sur l'unité de mesure, le mètre, pour mesurer donc les longueurs, eh bien, à Paris, une certaine dimension de tissu valait 1,18 m, alors qu'à Bordeaux, ça mesurait 1,45 m. Ils n'avaient pas la même échelle, ils n'avaient pas le même outil. Alors, est-ce qu'à votre avis, ça posait un problème d'avoir des valeurs complètement différentes? Eh bien oui, pour le commerce principalement. Et c'était pas facile de se comprendre. Si par exemple, on voulait convertir le poids par exemple de pommes de terre que l'on vendait à Luneray et qu'on vendrait à Paris, si on n'a pas la même valeur du kilo, eh bien effectivement ça pose un problème. Eh bien Napoléon, il a demandé à ce qu'on uniformise tout cela. C'est-à-dire que partout en France et dans les territoires qu'il possède, on utilise un système qui s'appelle le système métrique. On a tous les mêmes normes. 1 kg, c'est 1000 grammes. Pour tout le monde. Pareil pour le litre, pareil pour le mètre, pareil pour le franc, pareil pour le stère. Comme ça, tout le monde a les mêmes unités de mesure et peuvent donc faire plus de commerce et se comprendre plus facilement. Je vous laisse observer cette carte. Elle est en anglais, mais ça ne nous empêche pas de reconnaître la France et de remarquer une chose. Regardez bien l'organisation de la France géographique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Oui, effectivement, il y a plein de sortes de petits départements. Eh bien, avant la Révolution, juste avant Napoléon, la France, elle était découpée en provinces. Ça s'appelle des provinces, c'est ce que vous voyez. Et dans chaque province, eh bien, il y avait des lois, des règlements spécifiques. Et ça variait d'une province à une autre. Ce qui fait qu'en France, à votre avis, quand on voulait passer une loi ou demander de faire quelque chose, est-ce que c'était facile de communiquer? Est-ce que chaque province allait l'appliquer? Eh bien non. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, Napoléon? Il a décidé de regrouper tout cela. Et il a donc décidé de regrouper tout ça en départements. Il a décidé de créer les départements afin de mettre toutes les régions à égalité. Les régions d'Île-de-France, donc la région où il y a la capitale, Paris, et Midi-Pyrénées sont effectivement les plus récentes en 1955. Mais les premières ont commencé dans les années 1810-1820. Tout au début, il y avait 83 départements. Maintenant, il y en a plus de 107, il me semble. Nous sommes le département combien? Nous sommes le département 76. À votre avis, pourquoi on est le numéro 76 et pas on n'est pas le numéro 12, on n'est pas le numéro 100? Eh bien parce que les départements sont classés par ordre alphabétique. D'accord? Donc nous, la Seine, le S se situe en 76e position des départements, donc on a le numéro 76. Nous arrivons au troisième document, troisième et dernier document. Cette fois-ci, c'est à toi de travailler. Tu vois, il y a un tableau avec 2 colonnes, plusieurs lignes et 3 consignes. Il faut utiliser un crayon vert, un crayon jaune
et un crayon bleu, pardon, pas de feutre. Alors soit tu peux le faire si tu as pu imprimer, si tu es directement sur l'ordinateur, tu appuies sur pause, tu lis bien les consignes et c'est à toi de chercher. Donc en vert, il faut trouver les faits qui caractérisent le gouvernement du pays. D'accord? C'est-à-dire ce que le gouvernement fait, spécifiquement. En jaune, les faits qui concernent l'organisation du pays et la vie des citoyens. Tout ce qui concerne la vie des citoyens. En bleu, les faits qui marquent les progrès techniques, scientifiques. Effectivement, à chaque nouvelle période, nouvelle ère s'accompagne de progrès techniques et scientifiques. À toi de les trouver et de les souligner en bleu. Nous allons maintenant passer à la correction. En vert, il fallait colorier ce qui caractérisait le gouvernement sous Napoléon. Qu'est-ce qu'il a fait ce gouvernement? Il a installé une cour impériale. Sous Louis XIV et Louis XVI, on avait quoi? Une cour royale. Ici, vu qu'avant c'était un roi royal, maintenant ici c'est un empereur, une cour impériale. Création d'une police au service de l'empereur. C'est pas au service du peuple, hein, c'est au service de l'empereur. Mise en place d'un pouvoir absolu. Tiens, ça nous rappelle d'anciens dirigeants. Louis XIV, Louis XVI. Rétablissement de la censure contre la presse. La presse, c'est quoi? Ce sont les médias et principalement la presse écrite, les journaux. Quand ça sert au gouvernement donc pour le valoriser et montrer les exploits du gouvernement, eh bien Napoléon utilise la presse, ou bien pour faire passer des lois ou des recommandations. Par contre, quand la presse critique ou du moins fait des remarques contre la gestion du gouvernement, eh bien Napoléon, la censure, ça veut dire interdit les publications. À toi de penser si c'est bien ou pas. En jaune, les faits qui concernent l'organisation du pays et la vie des citoyens. Il y a aussi des choses très bien. Création des préfets pour partager les informations. Création des lycées. Effectivement, avant 1802, avant Napoléon, il n'y avait pas de lycée. Les lycées, ce sont les grandes écoles. À l'époque, on appelait ça les grandes écoles, on appelait ça des lycées. Et c'était souvent réservé à l'élite du peuple français, donc souvent, effectivement, c'était les personnes les plus riches, effectivement, qui pouvaient payer des études à leurs enfants. Depuis, il y a eu la loi Ferry, Jules Ferry, on va travailler là-dessus par la suite. Mais restons concentrés sur Napoléon. La rédaction du Code civil. Le Code civil, c'est quoi? C'est un ensemble de lois qui nous permettent de nous défendre en justice et de faire respecter la loi en général. Les autorisations de divorce. Effectivement, avant Napoléon, les personnes qui se mariaient devaient rester mari et femme toute la vie, être liées par ce contrat qui était le mariage. Depuis Napoléon, on peut divorcer. Il y a aussi l'instauration de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, on l'a vu, c'était la petite croix qu'il portait autour du cou. Cette Légion d'honneur, elle est toujours d'actualité. On la distribue toujours pour remercier les personnes qui ont fait un sacrifice ou du moins qui ont apporté un effort, une innovation, quelque chose pour le pays. La création du franc, effectivement, la monnaie, le franc. Maintenant, on est à l'euro, mais avant, c'était le franc. Et il y avait même l'ancien franc. Et réalisation du cadastre. Le cadastre, c'est quoi? Eh bien, ça permet de délimiter, par exemple, une propriété ou une ville ou un village. Ça permet de se repérer. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, avant Napoléon, il n'y avait pas de géographie. La géographie, c'est Napoléon qui l'a instaurée, qui l'a fait instaurer sous son empire. Revenons à la dernière consigne. En bleu, les faits qui marquent les progrès techniques et scientifiques. Ils ont développé
l'invention du métier à tisser, on appelle le métier jacquard, à tisser façon jacquard. Mais également, ils ont percé des canaux donc de grandes voies navigables. Pourquoi faire? Pour pouvoir passer d'une rivière à une autre, pour pouvoir améliorer le commerce, mais aussi le transport en France. Et enfin, ils ont développé la culture de la betterave. Et nous, du côté de Greville et de Luneray, la betterave, on connaît, étant donné qu'il y a aussi une sucrerie. Grâce à la betterave elle a énormément de propriétés, elle permet de fabriquer du sucre, elle permet aussi de nourrir les humains, bien sûr, mais également les animaux, et particulièrement pendant les périodes, non pas de famine, mais pour servir de complément alimentaire. Nous en arrivons à la leçon. En 1804, Napoléon est proclamé empereur des Français. Du moins, il s'est auto-proclamé empereur des Français, sous le titre de Napoléon Ier. Il n'est plus Napoléon Bonaparte, mais devient Napoléon Ier. Grâce à de nombreuses victoires militaires, en 1811, l'Empire français englobe de nombreux pays européens. Son seul véritable ennemi est l'Angleterre. Mais ce n'est pas l'Angleterre qui causa la perte de l'Empire français. Sous l'Ancien Régime, il y avait plus de 700 unités de mesure. Alors, il décida d'instaurer un décret. Le décret de 1795, qui établit l'uniformité, c'est-à-dire tout le monde pareil, des poids, des mesures et des monnaies pour favoriser les échanges commerciaux et afin de simplifier tout ça. Un même poids, une même unité de poids, une même unité de mesure, une même unité de monnaie pour tout le monde. Il crée effectivement les départements pour permettre l'application de ces lois et des règlements sur l'ensemble du territoire. Comme ça, ce n'est pas une province qui est d'accord ou n'est pas d'accord. Là, il y a des départements où dans chaque département, il y a un préfet et les lois et les règlements sont appliqués partout. Le gouvernement de Napoléon, il est quand même assez contradictoire au final. D'un côté, il est très autoritaire, c'est un gouvernement militaire, Napoléon est lui-même général, il est donc très autoritaire, comme les rois, effectivement. Il ne veut pas être comparé à un roi, mais du moins il se comporte quand même de façon assez similaire, car il contrôle la presse et il crée la Légion d'honneur pour récompenser les meilleurs serviteurs de l'État. Mais cette Légion d'honneur, attention, elle est accessible à tous. Donc d'un côté, il est très autoritaire, il se comporte comme un roi, et de l'autre côté, il crée la Légion d'honneur qui est accessible à tous, et au peuple, aux riches et aux plus pauvres. Nous sommes en 1811, puis en 1812, Napoléon en veut toujours plus. Il enchaîne les victoires militaires, mais a toujours des pays en guerre contre lui, le Portugal et principalement l'Angleterre. Mais cela ne va pas l'empêcher de vouloir agrandir encore plus son empire. Son empire, on l'a vu sur les cartes d'avant, il représente une bonne partie de l'Europe. Et il arrive à la frontière de la Russie. Jusqu'alors, on avait, du moins l'empire de Napoléon, avait un accord, un traité, entre la Russie et l'Empire français pour ne pas se déclarer la guerre. Napoléon décide de rompre cet accord. Il part donc en campagne contre la Russie, c'est-à-dire partir en guerre. Napoléon, il a un avantage, il a une très grande armée, une armée disciplinée qui écoute ses ordres, et il a aussi des généraux qui l'encadrent, qui sont très performants. Ils ont donc des canons, plus une armée très bien entraînée. Or, on vient de France, l'armée de Napoléon vient de France, et en France, on a quoi? Des montagnes, des arbres et un climat assez tempéré. En Russie,
C'est un climat continental. Il fait très froid, il fait très sec, il y a de la neige une grosse partie de l'année, et l'armée de Napoléon, eh bien, elle n'est pas équipée, elle n'est pas prête à se battre dans de telles conditions. Mais Napoléon, il n'en fait qu'à sa tête. Il décide de partir en campagne contre la Russie, tant bien que mal, il avance. Son armée, vous savez, une armée, des hommes, des femmes, pour vivre, elles ont besoin de nourriture. Ils ont besoin aussi de vêtements. Eh bien, l'armée de Napoléon, elle a besoin de tout ça. Or, plus ils avancent en Russie, moins ils ont de nourriture, plus il fait froid. Leurs habits, leurs vêtements ne suffisent pas. Que va-t-il donc se passer? Les Français, l'armée de Napoléon, ne rencontre quasiment aucune résistance. Pourquoi? Eh bien, c'est une technique venue des Russes. Les Russes, à l'époque, au lieu d'aller se battre, ils profitent que leur pays est géant et très très grand pour, eh bien, quitter les villages en emmenant avec eux le bétail. Et qu'est-ce qu'ils font en quittant les villages? Eh bien, ils détruisent leur nourriture. Alors vous pouvez me dire, oui, effectivement, ils détruisent leur nourriture, mais ils vont faire comment après? Vous inquiétez pas, ils ont prévu des réserves, mais le but, c'est justement d'affamer l'armée de Napoléon. Napoléon, son armée avance en Russie, et les Russes ont décidé d'employer la méthode dite de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'ils détruisent tout derrière eux, leurs villages, les cultures, comme on vient de le dire. L'armée de Napoléon s'affaiblit. Les hommes ont faim, les hommes ont froid, ils ne sont plus en bonne condition pour se battre. Napoléon, il veut quand même aller jusqu'au bout. Donc une grosse partie de son armée meurt sans même se battre. À un moment, Napoléon, il y a trop de morts, il y a trop de contraintes, il décide donc de rentrer en France. C'est donc une débâcle, mais avant cela, il décide comme de passer par quelques villages où il y a quand même un petit peu l'armée russe, dont une bataille qui est la bataille de la Bérésina, c'est une rivière, la Bérésina. C'est une victoire quand même remportée par l'armée française, par l'Empire de Napoléon, mais au final, il y a eu tellement de morts par la famine, le froid et les maladies qu'on appelle ça une débâcle, c'est quand même une défaite de la guerre en général. Il a peut-être gagné la bataille de la Bérésina, mais du moins il n'a pas gagné la guerre au total. C'est donc le début des défaites pour Napoléon. En 1813-1814, la France, l'Empire français, a très peu d'alliés. Ses alliés se retournent contre l'Empire, contre Napoléon. Ils attaquent la France et prennent Paris en 1814. Qu'est-ce qui se passe? Napoléon décide de prendre du recul après cette défaite et s'exile à l'île d'Elbe. Ensuite, en 1815, il revient, pensant pouvoir retourner la situation, reprendre son empire et s'opposer aux grandes puissances comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Russie. Eh bien, on en arrive à ce fameux tableau qui représente la bataille de Waterloo, ou plutôt la défaite de Waterloo. Waterloo, c'est une ville en Belgique, pas très loin de la frontière avec la France. Et donc, à Waterloo a eu lieu, sur la butte, grande butte, a eu lieu une grosse bataille. Une bataille avec les Anglais, qui étaient alliés avec les Allemands, ou les Prussiens, comme on disait à l'époque, et les Néerlandais, donc les habitants des Pays-Bas. Tous les trois alliés ensemble contre l'Empire français et l'armée de Napoléon. Cette bataille en 1815 a été, on va dire, une grosse défaite, un énorme bazar. L'armée française, l'armée de Napoléon s'est fait déborder de tous les côtés. Ils ont été obligés de se rendre. Il y a eu de très nombreux
mais vraiment de très très nombreux morts à cette bataille. Après cette bataille, Napoléon décide de s'arrêter. Que lui arrive-t-il après cette défaite, cette débâcle? Eh bien, Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Exilé, ça veut dire que c'est pas vraiment de son propre gré, donc c'est pas vraiment lui qui s'est retiré, on lui a très fortement demandé de partir, et sous la garde des Anglais, eh bien, il a été exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Je t'ai mis un petit repère pour te montrer. Avec la petite étoile en orange tout en haut, en France, c'est Greville, et avec la flèche rouge, c'est l'île de Sainte-Hélène. Donc, elle est au nord-ouest de l'Afrique, même plutôt dans la région plutôt sud-ouest de l'Afrique, en dessous du Ghana, du Bénin, qui est juste à côté du Nigeria. D'accord, donc c'est une île qui est située dans l'hémisphère sud et dans l'océan Atlantique Sud. Nous finissons enfin avec la deuxième et dernière leçon sur Napoléon, la fin de l'Empire français. Donc, Napoléon voulait agrandir l'Empire français, il décide donc de partir en campagne contre la Russie. Or, l'armée de Napoléon n'est pas prête pour cette campagne, les soldats qu'on appelait d'ailleurs les grognards, ces grognards, ne sont pas équipés en vêtements, effectivement, et à survivre dans des conditions aussi rudes. Froid, neige, famine, etc. Les Russes utilisent la méthode de la terre brûlée pour contrer l'armée de Napoléon, c'est-à-dire qu'ils détruisent leur culture et leur village derrière eux. C'est un échec pour Napoléon malgré quelques petites victoires, comme la bataille de la Bérésina. En 1814, ses alliés se retournent contre lui et il décide de se retirer à l'île d'Elbe. C'est une retraite qu'on appelle une retraite stratégique. Ce qui lui permet de revenir en force un an plus tard, en 1815, où il reprend le pouvoir et part en guerre, mais cette fois-ci, il échoue à nouveau. La bataille de Waterloo, que l'on a étudiée, est donc très célèbre en raison de la débâcle, la défaite, la débâcle de l'armée française face aux Prussiens, aux Néerlandais et aux Anglais. Napoléon est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il finira sa vie et son règne.